Appuyez sur un interrupteur et l'obscurité disparaît. C'est un acte si banal, si ancré dans notre quotidien que nous n'y prêtons guère attention. Mais réfléchissez un instant. Comment l'humanité a-t-elle acquis cette maîtrise instantanée et fiable de la nuit? Comment un simple filament lumineux enfermé dans du verre est-il devenu le catalyseur d'une transformation mondiale? Ce n'est pas seulement l'histoire de l'invention d'une meilleure lampe. C'est une saga d'expérimentation incessante, de rivalités inventives acharnées, d'ingénierie brillante et de la création d'industries entièrement nouvelles qui ont littéralement électrifié la planète. Voici comment l'ampoule électrique a déclenché une révolution mondiale. Avant l'apparition de l'ampoule à incandescence, le rythme de vie était largement dicté par le soleil. Les maisons dépendaient des bougies, des lampes à huile ou d'un éclairage au gaz dangereux. Les rues étaient faiblement éclairées, limitant l'activité et la sécurité après le crépuscule. Les usines ne fonctionnaient souvent que pendant la journée. L'arrivée d'une lumière électrique sûre, abordable et durable n'a pas seulement repoussé l'obscurité. Elle a fondamentalement transformé la façon et le moment de travailler, de socialiser, d'apprendre et de vivre. Elle a remodelé nos villes, alimenté la croissance industrielle et est devenue une pierre angulaire de la modernité. Comprendre son évolution est essentiel pour comprendre la naissance de notre monde électrifié. Rejoignez-nous pour ce voyage éclairant. Nous explorerons les décennies de découvertes scientifiques et les nombreuses tentatives, souvent éphémères, de création de la lumière électrique. Nous nous plongerons dans la course acharnée menée par des inventeurs comme Thomas Edison, Joseph Swan, Hiram Maxim et d'autres pour trouver le filament parfait et durable. Nous découvrirons le défi monumental que constituait non seulement le perfectionnement de l'ampoule elle-même, mais aussi la construction de la vaste infrastructure de générateurs, de centrales électriques et de réseaux électriques nécessaires à l'éclairage des foyers et des entreprises. Et nous examinerons les profonds changements sociétaux, économiques et culturels provoqués par cette invention apparemment simple. Préparez-vous à voir l'humble ampoule électrique sous un jour totalement nouveau. Pour bien saisir la révolution déclenchée par l'ampoule électrique, il faut d'abord s'immerger dans le monde qu'elle a remplacé. Un monde régi par les rythmes du soleil et les limites de la flamme. Pendant des millénaires, l'humanité a combattu les ténèbres par le feu, la torche vacillante, la lampe à huile fumeuse, l'humble bougie. Ces objets fournissaient certes une lumière faible, mais souvent faible, inefficace, dangereuse et exigeant une attention constante, encombrant les maisons et les lieux de travail de suie et consommant un précieux oxygène. Le 19e siècle a été marqué par des progrès, notamment avec l'avènement de l'éclairage au gaz, notamment dans les villes en plein essor. Des réseaux de canalisation acheminaient le gaz inflammable, éclairant les rues et les intérieurs cossus d'une luminosité jusqu'alors inconnue. Pourtant, l'éclairage au gaz était loin d'être une solution parfaite. Il comportait les dangers inhérents de fuites, d'explosions et d'incendies. Il produisait une chaleur importante, polluait l'air, nécessitait des infrastructures importantes et coûteuses et offrait peu de possibilités de contrôle individuel et pratique. Bien que plus brillant que les bougies, il était souvent brutal et rigide. Le désir profond de l'homme d'une source d'éclairage véritablement sûre, propre, stable, facilement divisible et contrôlable, une lumière capable de conquérir, la nuit à la demande est resté largement insatisfait. Pendant ce temps, les fondements scientifiques d'une approche entièrement nouvelle étaient méticuleusement posés. La compréhension naissante de l'électricité à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle fut essentielle. L'invention de la pile voltaïque par Alexandre Volta vers 1800 fournit la première source de courant électrique continu. Des scientifiques comme Humphrey Davy étudièrent les effets de l'électricité, mettant en évidence des phénomènes tels que l'arc électrique, une lumière intense créée par un courant électrique entre deux électrodes. Des recherches plus poussées permirent de comprendre la relation entre le courant électrique, la résistance d'un matériau et la production de chaleur.
le principe de l'effet Joule. On comprit alors que si un matériau pouvait être suffisamment chauffé par l'électricité sans se détruire, il brillerait intensément. Le phénomène d'incandescence, les premières tentatives d'exploitation de l'électricité pour l'éclairage pratique se sont souvent appuyées sur la découverte de Davy, ce qui a conduit au développement des lampes à arc. Au milieu du 19e siècle, de puissantes lampes à arc étaient utilisées pour des applications spécialisées comme les phares et l'éclairage de grands espaces publics ou d'usines. Cependant, elles étaient très lumineuses, vacillaient souvent de manière désagréable, produisaient des fumées, nécessitaient des mécanismes complexes pour maintenir l'écartement correct entre les électrodes et étaient totalement inadaptées aux environnements domestiques ou intimes. Le défi n'était pas seulement de créer de la lumière électrique, mais de créer une pratique écurie, subdivisée et longue duréforme de celui-ci. Le concept de incandescent l'éclairage, qui consiste à faire briller un filament solide en le traversant d'un courant, était plus prometteur pour une utilisation généralisée. Cette idée ne naquit pas d'un éclair. De nombreux inventeurs en Europe et en Amérique du Nord l'expérimentèrent pendant des décennies avant que le succès ne soit enfin au rendez-vous. Dès les années 1840, le scientifique britannique Warren de la Rue démontra l'incandescence en faisant passer du courant dans une bobine de platine à l'intérieur d'un tube de verre sous vide. En 1841, Frédéric de Molin obtint un brevet britannique pour une lampe, utilisant des fils de platine et du charbon en poudre. Ses premiers efforts, et bien d'autres du même genre, validèrent le principe, mais se heurtèrent à d'immenses obstacles pratiques. Deux défis fondamentaux ont constamment contrarié ces pionniers. Le premier était de trouver un matériau de filament adapté. Le filament idéal devait avoir un point de fusion extrêmement élevé pour résister à la chaleur intense nécessaire à une incandescence intense. Il devait également présenter une résistance électrique adéquate. De plus, et c'est crucial, il devait être suffisamment résistant pour durer une durée commercialement viable sans se dégrader ni se casser rapidement. Les premiers expérimentateurs ont testé du platine coûteux, diverses formes de carbone, qui avaient tendance à brûler rapidement à l'air, et d'autres substances. Mais trouver le bon équilibre de propriétés s'est avéré extrêmement difficile. Le deuxième défi, interconnecté, consistait à obtenir et à maintenir un vide quasi parfait à l'intérieur de l'ampoule de verre renfermant le filament. Toute quantité importante d'oxygène provoquerait l'oxydation et la combustion quasi instantanée du filament, surtout s'il était en carbone. La technologie des pompes à vide du milieu du 19e siècle était encore relativement rudimentaire, ce qui rendait extrêmement difficile l'évacuation suffisante de l'air dans les ampoules et le maintien de ce vide dans le temps. Les fuites étaient fréquentes et la durée de vie du filament restait extrêmement courte. Des inventeurs comme Joseph Swan, en Angleterre, persévérèrent et menèrent des expériences avec des filaments de papier carbonisé dès les années 1850 et 1860. Il parvint à obtenir l'incandescence, mais fut freiné par les faibles performances de vide de l'époque. En Russie, Alexandre Lodyguine développa des lampes utilisant des tiges de carbone dans des ampoules à vide au début des années 1870, obtenant un succès mitigé dans l'éclairage public, mais luttant toujours contre la longévité des filaments. Ainsi, au milieu des années 1870, les éléments essentiels de l'éclairage à incandescence étaient compris. La nécessité du courant électrique, le principe de l'incandescence, l'exigence d'un filament à haute résistance et à point de fusion élevé, et la nécessité absolue d'un vide poussé. Le monde était encore largement éclairé par la flamme. Des ampoules électriques expérimentales clignotaient brièvement dans les laboratoires avant de s'éteindre. La profonde mutation sociétale besoin pour une meilleure lumière était claire. Le sous-jacent science était, en grande partie en place, mais l'essentielle ingénierie, les avancées nécessaires à la création d'une ampoule à incandescence pratique, abordable et durable, restaient inaccessibles.
Le décor était planté pour une période intense d'inventions ciblées, de concurrence acharnée et de réflexions systémiques qui allaient enfin illuminer le monde. Le décor était méticuleusement planté. Des décennies de recherches scientifiques avaient éclairé les principes de l'électricité et de l'incandescence. Le désir sociétal d'une alternative sûre, propre et pratique à l'éclairage au gaz et aux lampes à huile était palpable. De nombreux inventeurs avaient vaillamment tenté de créer une lumière électrique pratique, mais leurs projets avaient été contrecarrés par les deux démons des filaments fragiles et du vide imparfait. Le monde retenait son souffle, attendant les avancées technologiques cruciales qui allaient enfin, de manière fiable, conquérir la nuit. Cette étincelle, lorsqu'elle survint à la fin des années 1870, s'alluma presque simultanément des deux côtés de l'Atlantique, alimentée par une persévérance acharnée et une innovation systématique. À Newcastle, en Angleterre, le physicien et chimiste Joseph Swan n'était pas un novice en la matière. Fasciné par l'éclairage à incandescence depuis les années 1850, il menait ses premières expériences avec des filaments de papier carbonisé. Bien que ses premières tentatives aient échoué en raison de la technologie du vide inadéquate de l'époque, Swan n'a jamais abandonné l'idée. À la fin des années 1870, des progrès significatifs dans les pompes à vide, notamment la pompe Sprengel à mercure, ont permis d'atteindre des vides bien plus élevés dans les ampoules de verre. Fort de cette technologie améliorée, Swan a repris ses expériences sur les filaments de carbone avec une vigueur renouvelée. Fin 1878 et tout au long de 1879, il a réussi à démontrer la performance de lampes à incandescence utilisant des filaments de carbone durables et spécialement traités, initialement du carton ou du fil carbonisé, sous vide poussé. Cette ampoule produisait une lumière stable et utilisable et surtout durait des heures au lieu de quelques minutes. Swan a illuminé sa propre maison, des amphithéâtres et même des bâtiments publics à Newcastle, prouvant ainsi que l'éclairage incandescent était enfin accessible. Son succès est né de décennies de dévouement scientifique et de l'exploitation des avancées technologiques. Pendant ce temps, aux États-Unis, un inventeur à l'approche radicalement différente et à la détermination légendaire s'attaquait au même problème avec une ferveur quasi industrielle. Thomas Alva Edison, déjà célèbre pour ses travaux sur le télégraphe, le téléscripteur et l'étonnant phonographe, établit son célèbre laboratoire de recherche et développement à Menlo Park, dans le New Jersey, une véritable usine à invention. Edison comprit qu'inventer une ampoule électrique commercialement performante n'était qu'une partie du défi. Sa vision grandiose était de créer une ampoule électrique complète, système d'éclairage électrique, comprenant des générateurs efficaces, dynamos, des câbles souterrains, des fusibles, des interrupteurs et des compteurs qui pourraient concurrencer directement et finalement remplacer les réseaux d'éclairage au gaz établis. Au cœur de ce système se trouvait cependant l'ampoule elle-même. Edison et sa vaste équipe de chercheurs, souvent surnommés « muckers », se lancèrent dans une quête exhaustive et très médiatisée, par tâtonnement, pour trouver le filament parfait. Edison comprit que pour que son système de câblage parallèle fonctionne efficacement, le filament devait présenter une résistance électrique élevée, contrairement aux matériaux à faible résistance privilégiés par certains expérimentateurs précédents. Cette résistance élevée limiterait le courant consommé par chaque ampoule, rendant possible la production et la distribution centralisée d'électricité. Le laboratoire de Menlo Park testa systématiquement des milliers de matériaux potentiels, des métaux exotiques aux fibres végétales courantes, les carbonisa et évalua leur performance à l'intérieur d'ampoules sous vide. Le processus était laborieux, exigeant une tenue de registre méticuleuse et d'innombrables expériences ratées, incarnant parfaitement le célèbre adage d'Edison selon lequel le génie est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Ils ont également repoussé les limites de la technologie du vide
en utilisant des pompes Sprengel de pointe et en perfectionnant les techniques de soufflage du verre pour créer des ampoules capables de maintenir le vide élevé nécessaire pendant de longues périodes. La synergie entre la recherche du bon matériau de filament et l'obtention d'un vide quasi parfait était absolument cruciale. Puis, en octobre 1869, la découverte légendaire eut lieu. Après avoir testé d'innombrables matériaux, l'équipe d'Edison obtint un succès remarquable avec un filament fabriqué à partir d'un simple fil à coudre en coton carbonisé. Monté dans une ampoule à vide poussé, ce filament brillait intensément et, fait crucial, dura plus de 13 heures d'affilée lors de son premier essai. Des améliorations ultérieures prolongèrent rapidement cette durée de vie de manière spectaculaire, atteignant des centaines puis plus de 1000 heures. Bien que ce ne soit peut-être pas la durée de vie absolue, d'abord démonstration de la lumière incandescente, la lampe à fil carbonisé d'Edison représentait l'aboutissement réussi de la recherche d'une pratique durable et commercialement viable ampoule à incandescence adaptée à un usage domestique et commercial généralisé dans le cadre d'un système électrique complet. Edison, maître du spectacle, organisa des démonstrations publiques éblouissantes de son système d'éclairage complet à Menlo Park dès décembre 1879, attirant l'attention et les investissements du monde entier. Son équipe continua d'innover, identifiant rapidement le bambou carbonisé comme un matériau à filament encore plus durable et performant, qui devint la norme pour les premières lampes commerciales d'Edison. L'innovation fondamentale réalisée par Swan et Edison n'était donc pas nécessairement une seule idée scientifique radicale, mais plutôt la maîtrise convergence de l'ingénierie. Ils ont réussi à surmonter les obstacles de longue date. Ils ont exploité avec succès les technologies du vide améliorées, identifié et optimisé systématiquement des matériaux de filaments à base de carbone à haute résistance, et développer les procédés de fabrication nécessaires à la production fiable et abordable de ces composants délicats. Leur détermination, leur approche systématique, notamment celle d'Edison, et l'amélioration du contexte technologique de la fin des années 1870 ont finalement percé le secret de l'incandescence électrique pratique. Naturellement, cette période d'intenses inventions parallèles a donné lieu à des litiges en matière de brevets, notamment entre Edison et Swan. En Grande-Bretagne, ils ont finalement résolu leurs différends en créant une société commune, Ediswan, pour commercialiser la technologie. Malgré les batailles juridiques, l'impact a été immédiat et profond. Les ampoules électriques, fiables et durables, n'étaient plus une curiosité de laboratoire, mais une réalité tangible. Le public était captivé. Les premières installations ont commencé à éclairer les maisons, les entreprises, les navires et les rues des villes, prouvant la viabilité de la technologie. L'étincelle avait jailli. L'obscurité commençait à s'estomper et l'immense tâche de construire l'infrastructure électrique nécessaire à cette révolution était désormais en cours. La rivalité entre le camp du courant continu d'Edison et les partisans du courant alternatif de Westinghouse devint intensément personnelle et publique. Edison, défendant son infrastructure et ses investissements en courant continu, adopta des tactiques agressives, notamment des démonstrations publiques utilisant du courant alternatif haute tension pour électrocuter des animaux, un procédé appelé Westinghousing, afin de présenter le courant alternatif comme dangereusement dangereux. Westinghouse et Tesla ripostèrent en mettant en avant l'efficacité supérieure du courant alternatif, son autonomie et son aptitude à alimenter des moteurs qui devenaient de plus en plus importants pour l'industrie. Le tournant fut sans doute lorsque Westinghouse fit une offre nettement inférieure à celle de General Electric d'Edison pour remporter le prestigieux contrat d'éclairage de l'Exposition universelle de Chicago de 1893 en courant alternatif. Cette démonstration massive et réussie démontra les capacités et la sécurité du courant alternatif à des millions de personnes,
renforçant considérablement son acceptation par le public. En fin de compte, les avantages techniques et économiques du courant alternatif pour la production et la distribution d'électricité à grande échelle se révélèrent considérables et il devint la norme dominante dans le monde entier, bien que des réseaux de courant continu isolés aient persisté dans certains quartiers plus anciens pendant de nombreuses décennies. Cette bataille acharnée sur la nature même du réseau électrique était aussi vitale pour le triomphe ultime de l'ampoule électrique que la perfection du filament lui-même, tandis que la guerre des courants déterminait comment l'énergie parviendrait à l'ampoule. Des recherches intensives se poursuivaient sur l'ampoule elle-même, visant à trouver des filaments supérieurs aux premiers fils carbonisés et au bambou. Si ces premiers filaments, le carbone était révolutionnaire en termes de durée de vie, des centaines puis plus de 1000 heures. Ils présentaient des limites. Ils étaient intrinsèquement fragiles, susceptibles de se briser sous l'effet des vibrations et souffraient du noircissement de l'ampoule. Les atomes de carbone s'évaporaient du filament chaud et se déposaient sur le verre plus froid, réduisant progressivement le rendement lumineux. La quête d'un filament plus brillant, plus durable et plus résistant devint un objectif central pour les laboratoires de recherche en plein essor de grandes entreprises d'électricité comme General Electric. Né en 1892 de la fusion d'Edison, General Electric et de Thomson Houston, Westinghouse et leurs homologues européens comme Siemens et Philips. Diverses pistes furent explorées. Willis R. Whitney, de GE, développa vers 1903 un procédé de métallisation des filaments de carbone en les cuisant à des températures extrêmement élevées dans un four électrique. Ce procédé modifia la structure du carbone, le rendant plus résistant et plus efficace, comblant ainsi efficacement l'écart entre le carbone et les filaments métalliques. Parallèlement, des inventeurs européens expérimentèrent des métaux réfractaires connus pour leur point de fusion élevé. Karl Auer von Welsbach, déjà célèbre pour son invention du manchon, à gaz hautement efficace, développa des lampes utilisant des filaments en osmium, un métal rare et coûteux au tournant du siècle. Werner von Bolten suivit avec des filaments en tantale. Ses premières lampes à filaments métalliques offraient une luminosité et une efficacité nettement supérieures, plus de lumière par watt, à celles du carbone, mais elles étaient pénalisées par l'extrême fragilité des métaux et leur coût élevé, ce qui limitait leur adoption généralisée. Le prix ultime de la course aux filaments s'avéra être le tungstène. Possédant le point de fusion le plus élevé de tous les métaux, plus de 3400 degrés Celsius, le tungstène offrait le potentiel théorique de filaments incroyablement brillants, efficaces et durables, capables de fonctionner à des températures bien plus élevées que le carbone ou d'autres métaux. L'immense défi, cependant, résidait dans la fragilité notoire du tungstène à l'état naturel. Transformer ce métal dur en un fil fin et uniforme, nécessaire au filament d'une lampe, semblait impossible avec les techniques métallurgiques existantes. Les premières tentatives, y compris les brevets d'inventeurs comme Alexander Lodygine, impliquaient l'utilisation de poudre ou de pâte de tungstène fritée, mais ces filaments restaient fragiles. Cette avancée décisive est le fruit des efforts de recherche acharnés du laboratoire de General Electric à Schenectady, dans l'État de New York, mené par le physicien William D. Coolidge. Après des années d'expérimentation systématique, Coolidge et son équipe ont mis au point un procédé complexe consistant à purifier la poudre d'oxyde de tungstène, à la presser en barres, à les friter à haute température, puis à faire passer minutieusement le tungstène frité dans une série de matrices chauffées, emboutissage et étirage. Ce procédé, perfectionné vers 1908-1910, a permis d'obtenir du tungstène ductile, un métal capable d'être étiré en fils incroyablement fins, mais remarquablement résistant et flexible, adapté aux filaments de lampe. Cette invention a révolutionné la donne. Les filaments de tungstène ductile étaient bien supérieurs à tous les précédents.
Ils étaient durables, supportaient des températures de fonctionnement plus élevées, produisant une lumière plus vive et plus blanche, étaient nettement plus économes en énergie et offraient une durée de vie bien plus longue. Le tungstène est rapidement devenu la norme universelle pour les filaments des lampes à incandescence, une position qu'il a occupée pendant près d'un siècle. Même le filament de tungstène, de qualité supérieure, n'était pas parfait. Aux températures très élevées requises pour une production lumineuse efficace, les atomes de tungstène continuaient de s'évaporer lentement de la surface du filament, même sous le vide poussé de l'ampoule. Cette évaporation fragilisait le filament au fil du temps, provoquant sa rupture et contribuant également au noircissement de l'ampoule. L'avancée majeure suivante en matière d'efficacité des lampes à incandescence, résultat de la résolution de ce problème d'évaporation, ironiquement, en réintroduisant volontairement du gaz dans l'ampoule. Irving Langmuir, autre brillant, scientifique du laboratoire de recherche de General Electric, mena des études fondamentales sur la physique des filaments chauds dans le vide et diverses atmosphères gazeuses. Il découvrit, vers 1913, que le remplissage de l'ampoule avec une petite quantité de gaz inerte, généralement de l'azote ou de l'argon, ralentissait considérablement l'évaporation du tungstène. Les molécules de gaz faisaient rebondir les atomes de tungstène en cours d'évaporation vers le filament. Cela permettait de faire fonctionner le filament en toute sécurité à des températures encore plus élevées, produisant une lumière plus vive et plus blanche, ainsi qu'une augmentation substantielle de l'efficacité énergétique, mesurée en lumens par watt. Cependant, la présence du gaz évacuait également la chaleur du filament par convection, ce qui, dans un premier temps, annulait certains gains d'efficacité. Langmuir a ingénieusement résolu ce problème secondaire en modifiant la forme du filament. Au lieu d'un fil droit, il a enroulé le fin filament de tungstène en une bobine serrée. Cela a réduit la surface effective exposée au gaz, minimisant ainsi les pertes de chaleur par convection, tout en maintenant un flux lumineux élevé du fil chaud concentré. Des améliorations ultérieures ont conduit au filament à bobine, enroulé en roulant le fil déjà enroulé, améliorant encore l'efficacité. La combinaison de filaments de tungstène ductile, de remplissage par gaz inerte et de construction à bobine enroulée a défini l'ampoule à incandescence moderne, offrant des performances et une longévité largement supérieures à celles des lampes pionnières d'Edison et de Swan. Parallèlement à ces innovations techniques cruciales dans le domaine des ampoules, l'écosystème global a continué de se développer. La standardisation des tensions, des types de douilles comme le culot à vis Edison et des formes d'ampoules a facilité la production de masse et l'interchangeabilité. De grandes entreprises comme General Electric, Westinghouse, Philips, Osram et d'autres ont investi massivement dans des processus de fabrication automatisés, réduisant considérablement le coût des ampoules et de l'électricité nécessaire, leur alimentation tout au long du début du XXe siècle. Simultanément, l'expansion de réseaux électriques alternatifs fiables, stimulée par l'issue de la guerre des courants, a mis l'électricité à la portée de millions de foyers, d'entreprises et d'usines supplémentaires. Dans les années 1910 et 1920, l'essor était indéniable. La lumière électrique supplantait rapidement le gaz comme mode d'éclairage privilégié dans les zones urbaines et de plus en plus rurales du monde industrialisé. Cette période, caractérisée par des recherches intenses aboutissant à des améliorations cruciales dans la technologie des filaments et la conception des ampoules, associée au développement de vastes systèmes de production et de distribution d'électricité et aux économies d'échelle réalisées grâce à la production de masse, transforma l'ampoule à incandescence, passant d'une nouveauté onéreuse à une nécessité quotidienne, abordable et fiable. Des horaires de travail plus longs et plus sûrs dans les usines stimulèrent la production industrielle. Des rues plus lumineuses et plus sûres transformèrent la vie nocturne urbaine.
Les foyers furent fondamentalement transformés, les soirées s'ouvrant à la lecture, aux études, aux rencontres et au divertissement d'une manière jusque-là inimaginable. L'ampoule à incandescence améliorée et abordable, alimentée par des réseaux électriques en constante expansion, ne se contenta pas de fournir de la lumière. Elle transforma activement les schémas temporels, spatiaux et économiques de la société industrielle moderne, ouvrant la voie à une révolution électrique encore plus vaste, englobant d'innombrables autres appareils et technologies. L'invention d'une ampoule à incandescence pratique et durable par des pionniers comme Swan et Edison, à la fin des années 1870, fut une étincelle monumentale, un triomphe de persévérance et d'ingénierie. Mais une seule ampoule, aussi brillante soit-elle, ne peut éclairer une ville, et encore moins le monde. Transformer cette étincelle isolée en un incendie mondial a nécessité de conquérir des frontières entièrement nouvelles et complexes, produire de l'électricité de manière fiable et économique à grande échelle, distribuer cette énergie de manière sûre et efficace sur de vastes distances et perfectionner continuellement la source lumineuse elle-même pour une longévité, une luminosité et un prix plus élevés. L'ascension de la lumière électrique, du stade de merveille de laboratoire à celui d'utilité universelle, a été une saga de concurrence acharnée, de réflexions systémiques brillantes, d'avancées scientifiques cruciales et de construction d'infrastructures technologiques entièrement nouvelles. Thomas Edison, peut-être plus que toute autre figure de l'époque, comprit que l'ampoule électrique n'était que l'aboutissement d'une chaîne complexe. Son génie ne résidait pas seulement dans le perfectionnement de la lampe, mais aussi dans la conception et la conception minutieuse d'un système complet d'éclairage électrique destiné à supplanter les réseaux d'éclairage au gaz dominant. Le couronnement de cette vision fut l'inauguration de la gare de Pearl Street dans le Lower Manhattan à New York, le 4 septembre 1882. Il ne s'agissait pas seulement d'une centrale électrique, c'était la première centrale électrique au monde conçue spécifiquement pour alimenter l'éclairage à incandescence des clients payants du quartier environnant. L'intérieur, d'imposantes machines à vapeur, actionnait les dynamos Jumbo, conçus sur mesure par Edison, générant du courant continu, CC. Cette énergie circulait dans un réseau innovant de conducteurs en cuivre épais, enterrés, une alternative plus sûre aux lignes aériennes alors courantes, desservant environ 85 clients et éclairant environ 400 lampes au départ. Le système d'Edison était complet, comprenant non seulement les dynamos et le câblage, mais aussi des dispositifs de sécurité essentiels comme des fusibles, des interrupteurs et des prises faciles d'utilisation, dont son culot à vis breveté, toujours standard aujourd'hui, et même des compteurs permettant de mesurer précisément la consommation d'électricité à des fins de facturation. Les premières installations prestigieuses, comme l'éclairage du paquebot SS Columbia en 1880 ou l'illumination des maisons et bureaux de personnalités influentes comme J.P. Morgan, ont constitué de puissantes démonstrations démontrant la pureté, la stabilité et la contrôlabilité de la lumière électrique par rapport à son équivalent au gaz, vacillant et dangereux. Simultanément, outre-Atlantique, Joseph Swan commercialisait activement ses propres modèles de lampes à incandescence. Il fonda la Swan Electric Light Company en Grande-Bretagne et réalisa d'importantes installations, notamment l'éclairage de sa propre maison, Wainforth, et notamment du Savoy Theatre de Londres en 1881, qui devint le premier bâtiment public au monde à être entièrement éclairé à l'électricité, éblouissant le public et générant une immense publicité. Comme aux États-Unis, le potentiel commercial suscita une intense activité, mais aussi d'inévitables litiges en matière de brevets entre les principaux inventeurs. Finalement, pour consolider leur position sur le marché britannique crucial, les entreprises d'Edison et de Swan fusionnèrent pour former l'Edison and Swan United Electric Light Company, plus connue sous le nom de EdiSwan, qui devint une force dominante.
Cependant, une bataille technologique fondamentale éclata bientôt qui allait façonner l'avenir de la distribution électrique mondiale, la guerre des courants. Edison était un fervent défenseur du courant continu, CC. Son système de Pearl Street et ses premières installations utilisaient tous du CC, qui circulait en continu dans une seule direction. Bien qu'efficace et relativement simple pour les zones densément peuplées situées à proximité de la centrale, le CC souffrait d'importantes chutes de tension et de perte de puissance sur la distance, rendant impossible tout transport économique d'électricité au-delà d'un rayon d'environ 1 mile. George Westinghouse, brillant inventeur et industriel avisé qui avait déjà révolutionné la sécurité ferroviaire avec son système de freinage pneumatique, reconnut les limites du CC et défendit le courant alternatif, CA. Le CA inverse périodiquement son sens de circulation, mais son avantage crucial réside dans la facilité avec laquelle sa tension peut être modifiée grâce à des transformateurs. Le CA haute tension pouvait être transporté efficacement sur de très longues distances avec une perte de puissance minimale, puis abaissé via des transformateurs près du point d'utilisation à des tensions sûres et utilisables pour l'éclairage et surtout pour les moteurs. Westinghouse a acquis des brevets clés en matière de courant alternatif, notamment auprès de l'inventeur visionnaire serbo-américain Nikola Tesla, dont les conceptions de moteurs à induction à courant alternatif et de systèmes polyphasés étaient essentielles pour un réseau électrique à courant alternatif pratique. L'invention et le perfectionnement ultérieur d'une ampoule à incandescence pratique et durable par Edison, Swan et d'autres ont constitué l'étincelle technologique décisive. Le développement simultané et le triomphe final des systèmes à courant alternatif ont permis de distribuer efficacement l'énergie électrique. Ensemble, ces avancées ont ouvert la voie à une véritable révolution mondiale. L'adoption généralisée de l'éclairage électrique, le faisant passer du statut de simple curiosité onéreuse à celui d'élément indispensable de la vie moderne, transformant ainsi fondamentalement la société. Cette transition qui s'est principalement produite entre la fin du 19e et le début du 20e siècle a marqué le tournant décisif où l'éclairage électrique a définitivement dépassé ses prédécesseurs. Qu'est-ce qui a alimenté cette adoption massive, transformant l'ampoule électrique d'une nouveauté en une nécessité? C'était la puissante convergence de l'amélioration technologique, de la baisse des coûts et de la demande croissante du public. Premièrement, l'ampoule elle-même est devenue nettement meilleure et moins chère. Le passage des filaments de carbone fragiles et à courte durée de vie aux filaments de tungstène durables et efficaces, grâce aux travaux de Coolidge et d'autres collaborateurs chez GE, a permis aux ampoules de durer beaucoup plus longtemps, souvent des milliers d'heures, et de produire nettement plus de lumière pour la même quantité d'énergie. Deuxièmement, les techniques de production de masse, mises en œuvre par des entreprises d'électricité en pleine expansion comme General Electric, Westinghouse aux États-Unis et Siemens, Philips et Osram en Europe, ont considérablement réduit le coût de fabrication par ampoule. Ce qui était au départ un article artisanal relativement coûteux est devenu un produit standardisé et abordable. Troisièmement, et peut-être le plus important, le coût de l'électricité a diminué avec la maturité des infrastructures. L'expansion des réseaux efficaces de production et de distribution d'électricité en courant alternatif, stimulée par l'issue de la guerre des courants, a permis aux services publics de produire et de distribuer l'électricité de manière plus économique. L'augmentation de l'échelle, les améliorations technologiques des générateurs et des transformateurs et la concurrence entre les fournisseurs d'électricité ont progressivement rendu l'électricité abordable non seulement pour l'industrie et les riches, mais aussi pour les ménages de la classe moyenne et les petites entreprises. La confiance du public a grandi à mesure que l'approvisionnement en électricité est devenu plus fiable.
De plus, les campagnes marketing agressives des services publics et des fabricants d'électricité ont vanté sans relâche les avantages de l'éclairage électrique. Sa sécurité, comparée aux fuites de gaz et aux incendies, sa propreté, absence de suie et de fumée, sa commodité, lumière instantanée sur simple pression d'un interrupteur, et la qualité et la stabilité de son éclairage. L'effet cumulatif a été une explosion de l'utilisation de l'éclairage électrique qui s'est propagée au-delà des centres-villes. Si les premiers adeptes furent des particuliers fortunés, des institutions prestigieuses et des entreprises en quête de modernité, le début du XXe siècle a vu l'éclairage électrique remplacer systématiquement les lampes à gaz et à huile. Dans les maisons, immeubles, magasins, bureaux, écoles, hôpitaux et usines du monde industrialisé. Les chiffres de production en témoignent. La production annuelle d'ampoules électriques est passée de quelques milliers à ses débuts à des centaines de millions dans les années 1920. L'industrie de l'éclairage au gaz, autrefois dominante, a connu un déclin rapide et irréversible, relégué à des usages de niche. Cette électrification de la lumière n'était pas une simple substitution technologique. Elle a déclenché de profonds bouleversements sociétaux. La production industrielle a été révolutionnée. Les usines, auparavant souvent limitées par les heures de clarté ou dépendantes d'un éclairage au gaz dangereux, pouvaient désormais fonctionner de manière sûre et efficace 24 heures sur 24, avec plusieurs équipes augmentant considérablement la production et contribuant à l'expansion économique du XXe siècle. Le commerce de détail a été transformé. Des magasins brillamment éclairés et des vitrines illuminées captivantes ont prolongé les heures d'ouverture jusqu'au soir, attirant les clients et favorisant de nouvelles habitudes de consommation. La vie urbaine a radicalement changé. Des rues bien éclairées ont amélioré la sécurité publique, dissuadé la criminalité et encouragé les déplacements et les rencontres nocturnes, contribuant ainsi à la vie nocturne animée des villes modernes. Théâtres, restaurants, parcs d'attractions et autres lieux de divertissement ont prospéré, capables de fonctionner avec une luminosité exceptionnelle et d'attirer les foules après la tombée de la nuit. À l'intérieur des foyers, l'impact fut tout aussi transformateur. Un éclairage électrique fiable et propre libérait les soirées pour des activités allant au-delà des besoins fondamentaux. Lecture, études, devoirs, loisirs et réunions de famille pouvaient se dérouler confortablement après le coucher du soleil, sans la fatigue oculaire, les émanations ni les risques d'incendie associés aux bougies ou aux lampes. Cela a sans doute contribué à l'augmentation du taux d'alphabétisation et à l'évolution de la dynamique familiale. De plus, le simple fait d'installer l'électricité dans les maisons a créé l'infrastructure essentielle à la suivante vague de révolutions technologiques. L'adoption d'innombrables appareils électriques comme les fers à repasser, les aspirateurs, les machines à laver, les radios et les réfrigérateurs, qui dépendaient tous du réseau électrique initialement construit, principalement pour alimenter l'humble ampoule électrique. Les principaux acteurs de cette révolution furent les grandes entreprises intégrées du secteur de l'électricité. General Electric, Westinghouse, Siemens, Philips, AEG, qui dominaient non seulement la fabrication d'ampoules, mais aussi celle de générateurs, de transformateurs, de câblages et d'autres composants essentiels du système électrique. Le produit clé qui a permis tout cela fut l'ampoule à incandescence à filament de tungstène, de plus en plus standardisée, abordable et performante. Dans l'entre-deux-guerres, dans la plupart des pays développés, l'éclairage électrique était passé du statut de luxe à celui de norme de vie moderne. La révolution déclenchée par ce simple fil incandescent dans le vide avait fondamentalement modifié le rapport de l'humanité à l'obscurité, prolongé la durée de la journée productive et posé les bases mêmes du XXe siècle électrique. Le triomphe de l'ampoule à incandescence à filament de tungstène, alimentée par des réseaux électriques en expansion, a défini l'éclairage pendant la majeure partie du XXe siècle. Elle est devenue si courante, si intégrée à la vie moderne, qu'elle semblait avoir atteint sa forme définitive. Pourtant,
L'histoire de l'éclairage, comme celle de toute technologie, a continué d'évoluer, portée par la quête constante d'une plus grande efficacité énergétique, d'une durée de vie plus longue, par les préoccupations environnementales et par des capacités entièrement nouvelles, inimaginables à l'époque d'Edison. L'ère contemporaine a été témoin d'une nouvelle révolution profonde dans la manière dont nous produisons et contrôlons la lumière. Le premier défi majeur au long règne des ampoules à incandescence est apparu avec l'adoption généralisée des lampes fluorescentes compactes, LFC, notamment des années 1990 au début des années 2000. Ces lampes adaptaient intelligemment la technologie établie des tubes fluorescents linéaires, utilisant un courant électrique pour exciter la vapeur de mercure, générant ainsi une lumière UV qui stimule ensuite un revêtement de phosphore pour produire de la lumière visible, en une forme compacte et spiralée, conçue pour s'adapter aux douilles à incandescence standard. Les LFC offraient un avantage incontestable. Elles consommaient généralement environ un quart de l'énergie consommée par une ampoule à incandescence équivalente et duraient beaucoup plus longtemps, souvent 6 à 15 fois plus longtemps. Poussés par la hausse des coûts de l'énergie et une prise de conscience environnementale croissante, les gouvernements et les services publics ont promu les LFC, ce qui a conduit à leur généralisation dans les foyers et les entreprises. Cependant, elles n'étaient pas sans inconvénients. Les consommateurs remarquaient parfois leur démarrage plus lent, des différences percevaient la qualité de la couleur de la lumière et surtout la présence d'une petite quantité de mercure, nécessitant des procédures d'élimination rigoureuses. Mais la véritable révolution de l'éclairage du XXIe siècle est due à la diode électroluminescente, ou LED. Contrairement aux ampoules à incandescence fonctionnant à la chaleur ou aux lampes fluocompactes fonctionnant à la décharge gazeuse, les LED sont fondamentalement différentes. Ce sont des semi-conducteurs qui émettent de la lumière directement lorsqu'un courant électrique les traverse, un processus appelé électroluminescence. Si les premières LED pratiques émettant une lumière rouge de faible intensité ont été développées dans les années 1960, principalement utilisées comme voyants lumineux en électronique, la percée nécessaire à l'éclairage général a été le développement de LED bleues performantes au début des années 1990. Cette avancée cruciale, récompensée par le prix Nobel de physique 2014 pour Isamu Akasaki, Hiroshi Amano et Shuji Nakamura, a permis aux fabricants de créer des LED à lumière blanche, généralement en combinant des LED rouges, vertes et bleues ou, plus couramment, en utilisant une LED bleue pour exciter un revêtement phosphorescent jaune. Les avantages de la technologie d'éclairage LED moderne sont considérables. Leur efficacité énergétique surpasse même celle des ampoules fluocompactes, consommant souvent 80 à 90% d'énergie de moins que les ampoules à incandescence équivalentes. Leur durée de vie potentielle est exceptionnelle, souvent estimée à 25 000, 50 000 heures, voire plus, réduisant considérablement les coûts de maintenance et de remplacement. Étant des composants à semi-conducteurs, elles sont extrêmement durables et résistantes aux chocs et aux vibrations. De plus, les LED offrent un contrôle inégalé. Elles fournissent une lumière instantanée sans temps de préchauffage, leur intensité lumineuse est facilement réglable sur une large plage et leur température de couleur, du blanc chaud au blanc froid, voire des couleurs spécifiques, peuvent être contrôlées électroniquement avec précision. Cette supériorité technologique a entraîné une transformation rapide et radicale du marché mondial de l'éclairage au cours des 10 ou 20 dernières années. Les LED sont passés d'applications de niche à la technologie dominante dans tous les domaines, remplaçant les lampes à incandescence et fluorescentes dans les maisons, les bureaux, les usines, les lampadaires, l'éclairage automobile, les feux de circulation, et constituant la base des écrans de nos téléviseurs, ordinateurs et smartphones. On assiste également à l'émergence de technologies connexes comme les OLED, LED organiques, qui utilisent de fines couches de composés organiques et peuvent être rendues flexibles ou transparentes. Elles sont aujourd'hui principalement utilisées dans les écrans haut de gamme,
mais promettent des applications d'éclairage uniques sur de grandes surfaces à l'avenir. Le paysage technologique actuel est désormais dominé par des entreprises fortement investies dans la technologie, des semi-conducteurs et la fabrication de LED, notamment des géants de l'éclairage reconnus comme Signify, anciennement Philips Lighting, et Osram, ainsi que de grandes entreprises d'électronique et des entreprises spécialisées dans les semi-conducteurs. Poussés par les réglementations en matière d'efficacité énergétique, de nombreux pays ont progressivement abandonné les ampoules à incandescence traditionnelle, accélérant ainsi la transition vers les LED. L'ampleur de ce phénomène est considérable. Des milliards de produits LED illuminent désormais la planète. Cependant, cette ère contemporaine de l'éclairage de pointe apporte également de nouvelles considérations et de nouveaux défis. Si l'efficacité des LED offre un potentiel considérable de réduction de la consommation énergétique mondiale liée à l'éclairage, la consommation globale utilisée et l'utilisation de la lumière artificielle continuent d'augmenter. Le effet rebond, contribuant aux inquiétudes croissantes concernant la pollution lumineuse, cette lumière artificielle excessive et mal dirigée qui perturbe les écosystèmes, affecte la faune et obscurcit notre vision du ciel nocturne. Des recherches sont également en cours sur les impacts potentiels de l'exposition à la lumière artificielle, en particulier aux longueurs d'onde bleues présentes dans de nombreuses LED, sur la santé humaine, les habitudes de sommeil et les rythmes circadiens. Si les LED évitent le problème du mercure des lampes fluocompactes, leurs composants électroniques complexes contribuent au problème croissant des déchets électroniques, nécessitant des programmes de recyclage responsables. Enfin, la nature numérique des LED permet des systèmes d'éclairage intelligents intégrant le contrôle de l'éclairage à la domotique, aux capteurs et à l'Internet des objets. Cela offre de nouvelles possibilités en matière de confort, de gestion de l'énergie et de personnalisation des environnements, mais soulève également des questions concernant la complexité des systèmes, l'interopérabilité, la sécurité des données et la confidentialité. Ainsi, la révolution initiée par la simple ampoule à incandescence continue d'évoluer de manière inattendue. La quête d'une meilleure lumière, désormais portée par l'efficacité, la durabilité et l'intégration numérique, nous a conduit des filaments chauffants aux semi-conducteurs sophistiqués. La technologie de l'éclairage reste un domaine dynamique, en constante évolution et offrant à la fois des opportunités remarquables et de nouveaux défis pour notre monde moderne et lumineux. Nous avons retracé le parcours de l'ampoule à incandescence, depuis les luttes acharnées des premiers inventeurs jusqu'aux avancées de Swan et d'Edison, en passant par la féroce guerre des courants et les perfectionnements incessants qui ont donné naissance aux lampes au tungstène fiables qui ont illuminé une grande partie du XXe siècle. Aujourd'hui, dans notre présent éclairé, prenons le temps de réfléchir à l'impact profond et durable de cet appareil apparemment simple. Quel est le véritable héritage de l'invention qui a conquis la nuit avec fiabilité? Pour en saisir pleinement l'importance, il faut se souvenir du monde qui l'a remplacé, un monde où l'activité humaine cessait en grande partie au coucher du soleil, où les rues nocturnes étaient souvent sombres et dangereuses, où les maisons scintillaient, à la lumière faible et dangereuse des bougies, des lampes à huile ou des becs de gaz. L'arrivée de l'éclairage électrique, pratique et abordable, a représenté une libération fondamentale de ces contraintes. Elle a effectivement allongé la durée de la journée, transformant l'obscurité, autrefois un point final, en une simple étape du cycle de 24 heures, modifiant ainsi fondamentalement le rapport de l'humanité au temps. Les effets à long terme se sont propagés vers l'extérieur, touchant presque tous les aspects de la civilisation. Sur le plan économique, l'impact a été révolutionnaire. Les usines, libérées de la dépendance à la lumière du jour ou à l'éclairage au gaz dangereux, ont pu fonctionner en plusieurs équipes de manière sûre et efficace, augmentant considérablement la productivité industrielle et devenant les pierres angulaires de l'expansion économique du XXe siècle. Des industries entièrement nouvelles ont vu le jour,
non seulement la fabrication d'ampoules, mais aussi le vaste secteur des services publics d'électricité, responsable de la production et de la distribution d'électricité, créant des millions d'emplois et une immense valeur économique. Le paysage du commerce de détail et des loisirs a été transformé. Des magasins illuminés ont prolongé les heures d'ouverture et des théâtres, restaurants et parcs d'attractions animés ont attiré les foules après la tombée de la nuit. Sur le plan culturel et social, les changements furent tout aussi profonds. Des rues urbaines plus sûres et mieux éclairées favorisèrent une activité nocturne accrue, transformant ainsi la dynamique sociale et la vie nocturne. À l'intérieur des maisons, un éclairage électrique fiable favorisa l'alphabétisation. En rendant la lecture du soir plus agréable, permit aux enfants d'étudier après la tombée de la nuit et transforma les modes de vie familiales et sociales. En remplaçant les flammes nues et les brûleurs à gaz, il améliora considérablement la qualité de l'air intérieur et réduisit considérablement le risque constant d'incendie, contribuant ainsi significativement à la santé et à la sécurité publique. L'architecture s'adapta, concevant les espaces en s'appuyant sur un éclairage artificiel fiable. L'héritage le plus crucial, et pourtant souvent négligé, de l'ampoule à incandescence réside peut-être dans son rôle de source lumineuse principale, point catalyseur pour une électrification généralisée. Si l'électricité avait d'autres applications potentielles, elle répondait au désir universel de l'humanité d'une énergie propre, sûre, pratique et de qualité supérieure, lumière qui a fourni la demande essentielle du marché, nécessaire pour justifier les investissements colossaux nécessaires à la construction de centrales électriques centralisées et de vastes réseaux de distribution. L'ampoule électrique a été, de fait, l'application phare qui a propulsé l'électrification du monde. Une fois cette vaste infrastructure électrique établie, les centrales électriques vrombissantes, les fils tendus à travers les paysages et enterrés sous les rues, elle est devenue le fondement sur lequel d'innombrables autres technologies transformatrices du XXe siècle ont été construites. Moteurs électriques pour l'industrie et l'électroménager, radio, télévision, réfrigération, climatisation, et finalement les ordinateurs et les appareils numériques qui définissent notre époque. Par conséquent, l'invention et la popularisation de l'ampoule à incandescence représentent bien plus qu'une simple amélioration des technologies d'éclairage. Elle marque un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité, comparable peut-être seulement à la maîtrise du feu lui-même, qui a transformé notre rapport au cycle naturel du jour et de la nuit. Elle n'a pas seulement éclairé des pièces, elle a alimenté des industries, remodelé des villes, transformé la vie quotidienne et surtout jeté les bases essentielles du monde entièrement électrifié et interconnecté que nous vivons aujourd'hui. Son héritage durable brille de mille feux, souvent inaperçus dans chaque recoin illuminé de la civilisation moderne. Après avoir retracé le parcours de l'ampoule à incandescence, de sa révolution à sa généralisation, et avoir été témoin de sa récente transformation grâce aux LFC et aux LED, nous nous tournons naturellement vers l'avenir. Où nous mènera l'évolution de la technologie de l'éclairage, cet outil fondamental pour façonner notre environnement. Si les LED actuels offrent une efficacité et un contrôle remarquables, la quête d'une lumière plus performante, plus intelligente et plus intégrée se poursuit sans relâche. La recherche actuelle repousse les limites sur plusieurs fronts. Les scientifiques s'efforcent d'améliorer encore l'efficacité des LED, en optimisant le rendement lumineux de chaque watt, approchant ainsi potentiellement les limites physiques théoriques de la génération de lumière par semi-conducteur. Parallèlement, la recherche explore l'amélioration de la qualité lumineuse, visant à obtenir des spectres reproduisant plus fidèlement la lumière naturelle ou pouvant être ajustés avec précision à des tâches ou des ambiances spécifiques. Au-delà du perfectionnement des LED, de tout nouveaux paradigmes d'éclairage émergent. La technologie OLED,
LED organique, déjà répandu sur les écrans de smartphones et de téléviseurs haut de gamme, promet de créer des surfaces électroluminescentes, fines, flexibles, voire transparentes, et pourrait révolutionner l'éclairage et le design architecturaux. Les micro-LED offrent une nouvelle voie vers des applications ultra performantes et à haute luminosité. Enfin, des concepts comme le Li-Fi, qui utilise la lumière visible modulée pour transmettre des données à haut débit, continuent d'être développés comme complément ou alternative potentielle au Wi-Fi radio. À court terme, l'intégration de l'éclairage dans nos écosystèmes numériques devrait s'accélérer. Les systèmes d'éclairage intelligents, connectés via Wi-Fi ou d'autres protocoles et contrôlables via des applications ou des commandes vocales, deviennent de plus en plus sophistiqués. Nous évoluons au-delà de la simple télécommande vers un éclairage centré sur l'humain, où la lumière artificielle ajuste automatiquement son intensité et sa température de couleur tout au long de la journée pour mieux respecter nos rythmes circadiens naturels, améliorant ainsi potentiellement le sommeil, l'humeur et la productivité. Attendez-vous à une intégration plus poussée avec les plateformes de maisons et de villes intelligentes permettant à l'éclairage de réagir intelligemment à l'occupation, aux conditions ambiantes, aux alertes de sécurité ou aux signaux de prix de l'énergie. Le développement durable restera une préoccupation majeure, stimulant la demande de produits encore plus durables, améliorant la recyclabilité des composants électroniques des ampoules modernes et minimisant la consommation énergétique globale liée à l'éclairage mondial. En se projetant plus loin dans un futur hypothétique, comment notre relation à la lumière artificielle pourrait-elle évoluer? Pourrions-nous voir l'éclairage s'intégrer harmonieusement aux matériaux de nos bâtiments, permettant aux murs ou aux plafonds de s'illuminer dynamiquement? Les avancées en bioluminescence ouvriraient-elles la voie à des sources lumineuses ultra efficaces d'origine biologique? L'éclairage laser, hautement directionnel et efficace, pourrait-il trouver des applications plus larges, au-delà des usages de niche? À mesure que la technologie de base mûrira, l'attention se portera peut-être entièrement sur la qualité et expérience de lumière, créant des environnements lumineux hautement personnalisés et réactifs. L'avenir, né de cette première ampoule simple, continue de se déployer, promettant une lumière non seulement efficace, mais aussi plus intelligente, plus saine et plus profondément intégrée à nos vies. Mais cette voie soulève également des questions. Quelles innovations en matière de technologie d'éclairage vous enthousiasment le plus? Quelle est l'importance d'un éclairage centré sur l'humain pour notre bien-être? Et quelle responsabilité avons-nous face à des enjeux comme la pollution lumineuse et le développement durable, alors que nous continuons d'éclairer notre monde? Partagez vos pensées et votre vision de l'avenir de la lumière dans les commentaires ci-dessous. Ainsi, depuis les premières expériences de scintillement dans des laboratoires faiblement éclairés jusqu'aux systèmes d'éclairage efficaces et intelligents qui illuminent notre monde aujourd'hui, nous avons retracé l'histoire remarquable de la révolution mondiale provoquée par une simple ampoule. C'est le récit d'une innovation constante, d'une concurrence féroce et de l'impact profond de la maîtrise de la lumière artificielle, qui a profondément transformé notre façon de vivre, de travailler et d'interagir avec le monde après la tombée de la nuit. Merci sincèrement de vous joindre à nous dans ce voyage éclairant à travers l'histoire. Si cette exploration vous a été enrichissante, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à partager cette vidéo avec vos amis ou toute personne passionnée par l'invention et son impact. Nous serions ravis de connaître votre point de vue. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos prédictions sur l'avenir de l'éclairage, notamment vos réponses aux questions posées dans la section précédente, dans les commentaires ci-dessous. Enfin, pour ne rien manquer de notre prochain article sur les innovations majeures, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification. Merci encore de votre attention.